Exir, 28 Ekesvrem, année 3495. Septième pintin séculaire du 5e secteur. La montagne de Zanradberg semblait perdre de sa majesté face à cet orage qui l'avait plongé dans l'obscurité et la tourmente. Le brouhaha des éléments donnait l'impression que les gobelins avaient cessé toute activité. Il n'en était rien. Aux confins des couloirs sombres résonnaient des bruits de frappe et des voix en pleine confrontation. Leurs propos étaient encore bien incompréhensibles puisque lointains et régulièrement meurtris par l'éclat du tonnerre. L'agitation provenait de 2 gobelins en imperméable et chapeau. Tous 2 étaient munis d'un porte-document. Ils s'obstinaient à frapper une porte partiellement vitrée où l'on pouvait lire « ICC Gébu, département motorisation ». Les 2 compères avaient décidé de hurler au lieu des bonnes manières depuis un bon moment puisque l'on refusait d'ouvrir la porte. Il ne s'agissait pas d'une absence puisque d'horribles ronflements émanaient de la pièce. À l'intérieur du bureau, un lit occupait la majorité de l'espace. Au creux de celui-ci dormait profondément Gébu, dans une position à l'air très inconfortable. L'une des 2 malheureuses victimes de l'administration locale décida d'ouvrir la porte qui se heurta presque immédiatement au lit. Agacé, l'individu tenta de dégager le passage en frappant la porte contre son obstacle. Ceci eut pour effet de déclencher le mécanisme servant à dissimuler le lit en tiroir au dossier. Le lit se releva brutalement, emprisonnant Gébu dans les casiers. Les 2 gobelins poussèrent faiblement la porte qui s'ouvrit lentement dans un grincement. Ils entrèrent. Monsieur Gébu, je suis Golson de chez Gasso et voici mon collaborateur Monsieur Grubb. Il y a quelqu'un ? J'entends plus les ronflements, mais il y a comme un bruit de grognement étouffé qui provient de ces casiers. Tiens, mais qu'est-ce que... Grubb effleura l'une des poignées de l'armoire quand soudain le lit regagna en un éclair sa position d'origine. Gébu se leva immédiatement pour s'allumer une cigarette. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore ? Je vous ai déjà expliqué que nous n'avions aucune chance de travailler ensemble. Eh bien, l'improbable s'est produit, mon cher. Je viens vous remettre en main propre le dossier de projet. Comment ? Gébu feuilleta le dossier avec un air inquiet. C'est déjà signé par Zanradberg, sans mon avis sur les questions. Disons que vos supérieurs ont jugé bon de sélectionner d'autres référents techniques que vous. Mais rassurez-vous, ça n'enlève rien à votre mérite dans l'entreprise. Mon mérite, hein ? Ne serait-ce pas plutôt ce lèche-pote de Gibson qui aurait saisi une nouvelle occasion de me faire de l'ombre ? Il n'y a aucune documentation technique ou description de l'existant dans votre truc. C'est du vent. Oh, c'est Grubb, mon collaborateur, qui a les précisions à ce sujet. Gébu grimaça, se leva et donna un coup de pied dans le bois du lit, qui se rétracta à nouveau, prenant Golson en l'échange de Grubb. Bonjour. C'est quoi votre nom déjà ? Grubb, monsieur. Voici les pièces manquantes au dossier. Également signé de la main... Ouais, ça va, c'est signé, on saura. Gébu écrasa sa cigarette, jeta les documents sur le bureau et quitta la pièce. Attendez, comment fonctionne ce lit exactement ? Je dois récupérer monsieur Golson ? J'ai jamais vraiment su. Gébu, en caleçon, débardeur et bretelles sur les genoux, se rendit à la salle des bureaux paysagers où travaillait Gozog, son fidèle assistant, pour tenter de comprendre les raisons de son infortune. Bon, gamin, je crois que là, il y a un os. C'est quoi cette histoire avec Gasso ? Eh bien, il semble que la direction a décidé de ne plus prendre votre point de vue en considération. Quoi ? Mais que cela n'aura aucun impact sur votre carrière ou votre situation. Pas d'impact ? J'ai ma place au conseil depuis des années. Un peu trop, peut-être. Le moment ne serait-il pas venu de te reposer, Gébu ? Les oreilles de Gébu frémirent à l'écoute de cette voix familière qui n'était autre que celle de Gibson. Il y avait une certaine différence d'âge entre eux. Gébu avait au départ un sentiment protecteur envers Gibson, jusqu'à ce que ce dernier ne décide de s'orienter vers des fonctions moins opérationnelles que l'étude et la conception, pour finir fatalement par supplanter Gébu dans la chaîne hiérarchique. Dès lors, il a commencé à se rapprocher des hauts dirigeants, tout en discréditant Gébu et ses opinions dites moralistes et naïves. Me reposer ? J'ai passé trop de temps au conseil ? Mais vous avez tous perdu la boule ou quoi ? J'exige de savoir pourquoi je n'ai pas été convoqué à ces réunions. Oh, mais si tu l'as été. Bien sûr, si tu étais un peu mieux organisé ou entouré, tu aurais peut-être eu l'occasion d'y assister. D'ailleurs, tu pourras te décharger de cette bévue sur Gozog. Il est là pour ça. Gozog m'a toujours transmis les informations en temps et... Estime-toi heureux que l'on te laisse la responsabilité des travaux techniques sur cette affaire après de telles négligences. Gébu était sidéré. Il ne trouva même pas le courage d'emplafonner verbalement cet avorton après un si grossier excès de confiance en soi. Gibson s'en alla en se mordillant les lèvres tant il avait de peine à contenir sa jubilation.
Bon, mais enfin quoi, gamin? Faut me donner mes rendez-vous, merde. C'est pas compliqué. Sinon, moi, ils vont me foutre au trou. Je sais bien, chef, mais je vous assure que je n'ai aucune info à vous transmettre. De plus, le projet Gasso comporte quelques détails étranges. Lesquels? Vous n'avez pas lu le dossier? Non, pas vraiment. Gozog expliqua à Gébu qu'en plus de son étrange mise à l'écart, le projet comportait entre autres la conception de matériel de forage aux spécificités peu communes. Gébu tenta de rassurer Gozog en rappelant que le forage est souvent opéré dans des zones à fort rayonnement magique, semi-magique, quasi religieux, et que cela nécessitait des classes de protection adaptées. Mais il se trompait, car Gozog lui fit remarquer que cette classe de protection était tenue secrète, et que les relevés physiques forceraient l'équipe à travailler sous des contraintes de milieu encore jamais rencontrées. Au fil du temps, les soupçons de Gozog se vérifiaient. Gibson et la direction affichaient leur nouvelle philosophie de façon plus flagrante chaque jour, et projetaient d'aider leur ignoble clientèle à semer le trouble politique dans des régions sensibles afin de profiter des ressources naturelles. Gébu se retrouva face à quelque chose qui lui déplaisait beaucoup, jouer les hypocrites pour nuire à un de ses collègues. Lui préférait nettement les conspuer après une bonne douzaine de chopes de bière. Gébu appelait déjà ça sa vertu. La suite de ces événements a été relatée maintes fois. Les tentatives de calomnie et de falsification de contrats commerciaux ayant toutes périclité au point de condamner Gébu à l'exil, la participation de notre tireur alcoolique favori dans cet ouvrage se fit, bien entendu, réduite à néant. Beaucoup de temps va alors s'écouler sans que Gébu ne puisse mesurer l'ampleur de la situation. Dans le monde prosaïque des gobelins industriels, Zanradberg allait être la première institution à accorder une importance à un pouvoir dit occulte, et pour ainsi dire démesuré, ne pouvant qu'échapper au contrôle d'une espèce aussi cupide et insouciante. 4 ans plus tard, dans une contrée lointaine et paradisiaque. Le soleil commençait tout juste à poindre, baignant l'horizon d'un rouge orangé, au large de l'île de Gomu. Le chant des oiseaux était au rendez-vous, bien que sur l'île, il retentissait jour et nuit, sans discontinuer. La ferme, les piafs! Kate se débattait sur le sol de la case de Moshanga, une calebasse en guise d'oreiller. Les réjouissances auront duré suffisamment longtemps pour que l'état de santé des fêtards soit au plus bas. Maïk dormait encore un poing fermé, les poils collés de purée de larves et de guano que Jeanne préparait pour Cory. À un point avancé de la soirée, il avait déclaré qu'après quelques verres d'eau de Vigo Mohim, on ne pouvait plus s'en passer. Après de longues conversations, Stildrick avait convaincu Jeanne de boire un verre ou deux pour l'occasion, ce qui eut raison d'elle dès la première gorgée. Cela entraîna une phase assez délirante, puis un sommeil profond. Stildrick, l'âme un peu coupable, décida de veiller sur elle jusqu'au petit matin. Sur indication de Moshanga, nos compagnons, au rythme de leurs réveils respectifs, se rassemblèrent dans la demeure de Mo, en prenant le soin d'enjamber Cad à l'entrée. « Eh mon cousin, il y a d'autres trucs pour se pioter. Tu veux mon paddock ?»« Non, merci. Je vais plutôt essayer de bouffer. Oh. Vous avez vu Gébu depuis ce matin? » Aucune réponse positive. Il faut dire qu'après de telles festivités, il était devenu bon réflexe de vérifier si Gébu était en vie. Ouais, moi je l'ai vu. Et donc, c'est grave ou très grave? Au même moment, la porte s'ouvrit. Gébu déboula énergiquement, un panier de pêche plein en bandoulière et un gros lièvre à la main. Vous avez vu ce qu'on trouve de beau dans les îles? On peut y vivre finalement. T'es allé chasser? Ouais, mais pas que. Tenez, regardez la poiscaille. On dirait qu'il s'améliore. Pas du tout, c'est juste qu'il s'obstine à faire le contraire de ce que les autres font. Là, tout le monde en est profité, c'était spécial. Et ben, monsieur Gébu, là, il décide de jouer les saintes nitouches. C'est lui tout craché. Je t'entends, Minet. En parlant de pêche, faudra pas oublier notre gibier de potence en partant. Oh oui, aucun risque. Et puis j'espère obtenir les preuves suffisantes pour disculper Gadelbert. C'est un bon garçon. Bon, vous ne l'aimez pas, mais il a bien les qualités, je vous assure. Et puis il a le matériel caché de grippe qui a beaucoup inquiété les gars. Il n'est pas impossible qu'on ait besoin de toi, moi. Ah oui, pourquoi ça? Gébu expliqua à ceux et celles qui l'ignoraient que Moshanga était un pionnier de l'informatique, qui avait fait ses études à Gorid Nessibi, la cité la plus importante des industriels. Sorte de capital économique, pour ensuite mettre au point des systèmes aujourd'hui utilisés dans toutes les conventions gobelines. Fourmi quoi? Informatique. Et c'est toi qui as inventé tout ça? Non, ce sont encore et toujours les gobelins qui ont établi les grands principes. Moi, il est trop modeste.
c'est un véritable génie. C'est vrai, quoi. Quand un écrivain révolutionne une époque avec une de ses œuvres, on ne lui claque pas la porte au nez sous prétexte qu'il n'a pas inventé l'écriture. Eh bien, docteur, ça fait beaucoup d'images, tout ça. Je suis pas idiote, tu sais. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que mon oncle dit tout le temps, étant écrivain lui-même. En tout cas, je sais que tu connais mes tarifs, mais t'en fais pas. Les prix d'amis, ça existe. Oh, mais loin de moi l'idée de te solliciter gratuitement. Tu seras un intervenant officiel pour le compte de Zadok. Comme ça passe en frais d'entreprise, j'y verrai pas, et puis je vais pas donner de ma poche, quand même. Tu disais, j'ai vu? Hein Non, rien, je disais, comme ça sent le poisson frais, malgré le temps entre les prises, le givré verrait ça, il tarderait pas de donner sa poche, quand même. T'aurais pas changé de drogue? Non, pourquoi? Le déjeuner se poursuivit par d'excellents filets de Ove Uru Uye Yakanaka, Scombridae, Sarda Regis Farinam, une sorte de grosse bonite. Même si la majorité de nos compagnons devaient lutter contre les retombées accablantes de l'eau de Viglomo, l'humeur était légère et une ambiance familiale donnait à ce repas toutes ses vertus réconfortantes. Moshanga tenta d'expliquer l'objet de son travail à l'assemblée, mais seul Jeanne, et à la rigueur Jébu, même s'il n'avait jamais vraiment pris le temps de se mettre à jour, n'en comprenait l'intérêt. La productivité de cette journée était, malgré les victuailles, toujours menacée par l'effroyable mal-être que l'eau de Viglomo laissait dans son sillage. Hyperxylostome, selon le diagnostic du docteur Neumann de Gea, une farce devenue très populaire au sein du personnel du sanatorium, et ce en grande partie grâce aux visites régulières de Jébu. Ce terme ne définit évidemment aucune pathologie, si ce n'est une simple mais très sévère gueule de bois. Les heures de la journée s'écoulaient tranquillement. Tout le monde était léthargique à part Jébu et Moshanga. Ce dernier profita de la forme et de la fraîcheur si rare de Jébu pour lui demander de l'aider à remplacer les bougies de chlorate de son générateur à superoxyde. Un dispositif efficace mais dangereux. Tiens, c'est la dernière, vieux. Merci. C'est complètement dingue d'utiliser ce type de générateur dans un endroit aussi humide. Ce bidule va finir par calciner tout ce qui se trouve aux alentours. Bah, s'il est bien entretenu, vieux. Quand même, si Zadok avait pu aller jusqu'au bout de son projet, le Zarmafel chaud produirait plus d'énergie qu'il n'en faudrait pour l'île. Tu l'as dit, mon pote. Plus qu'il n'en faudrait. Tout est dit, vieux. Et puis tu vas pas revenir sur ta décision, si? Bien sûr que non. Je suis heureux de faire ça. Ne crains rien. À la bonne heure, vieux. Parce que je préfère largement dormir avec des bougies de chlorate incandescentes à côté de mes fesses, plutôt que de vivre en temps de guerre. Ouais, j'imagine. Au fait, vieux, t'es sûr de pas avoir vendu les défenses du Chorus avant de l'avoir tué? À quel propos? La libération... Oh non, bien sûr que non. T'as pas d'inquiétude à avoir. Eh ben, t'es monté en grade, mon salaud. C'est comme ça. Un bruit de moteur retentit au loin. Un véhicule terrestre en provenance de Gomo Sud s'approchait. Un soldat gobelin en descendit. Il portait un casque et un brassard sur lequel on pouvait lire ZMP, Zadok Military Police. Oh, il est beau celui-là. Qu'est-ce qu'il nous veut? Après une gesticulation saccadée et un salut énergique, il s'adressa à Jébu. Monsieur Jébu, votre présence est requise au CP central pour communication avec le haut commandement. Quel cinéma. Ça peut être très dangereux de hurler comme ça dans la jungle, vous savez. Navré, monsieur, mais j'ai ordre de vous conduire à Gomo Sud au plus vite. C'est fou, il a qu'une seule façon de s'exprimer. C'est sûr qu'à son mariage, il a dû dire « Chef, oui, chef !» Excellent. Je dois également vous avertir que si vous refusez d'obtempérer, vous serez poursuivi et jugé en cour martiale. Et là, t'y vas un peu fort, mon coco. Ça va, je viens. Jébu monta en voiture, et ils disparurent dans un nuage de poussière. Moshanga suivait du regard la silhouette de l'engin. J'espère que tu vas tenir tes promesses, Jébu. Après un voyage silencieux et chaotique, Jébu se fit escorter jusqu'à la salle des communications de la base. Il y régnait une drôle d'effervescence. La voix du givré résonnait à travers des haut-parleurs. Ça y est, il est arrivé. J'ai vu. Comment c'est, vous m'achevez? Jébu s'approcha d'un micro et appuya sur le bouton. Oui, ici Jébu. Ça va, vieille branche? Quel temps il fait dans la montagne? C'est lui? J'ai vu. Je t'en foutrais du temps qu'il fait dans la montagne. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quel retrait total?
Calme-toi, voyons. J'ai simplement pris les mesures nécessaires. Me calmer. J'ai massacré des familles entières pour moins que ça dans mes jeunes années. On a eu un pépin plutôt inattendu ici, C'est rien à côté de la surprise que tu vas avoir en rentrant. Je t'en supplie, calme-toi, mon vieux. Certains de nos militaires ont commis des actes malveillants à l'égard des indigènes. C'est une longue histoire et tout n'est pas encore élucidé. Ça échappe à notre contrôle, mon vieux. Mais surtout, il est possible que nous soyons la cible de manœuvres d'espionnage. Les autres sont d'accord avec moi. C'était la seule chose à faire. Pourquoi Gadelbert a-t-il été fait prisonnier? Dans l'incertitude, il a été jugé suspect. Et personnellement, je ne crois pas une seule seconde à sa culpabilité. Sa libération n'est qu'une question de temps. As-tu une idée de l'or que tes caprices de diva vont coûter? Je préfère pas calculer. Bonne idée. Laisse le cornichon rabougri qui te sert de cervelle se concentrer sur ceci. Soit tu fais la lumière sur ce merdier et tu en tires quelque chose, soit je vous colle tous les 4 dans les mines à des profondeurs que même les nains ne maîtrisent pas. Et vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. Donne-moi 2 jours. J'aurai des résultats. Oh, mais j'en doute pas. Je t'aime bien, mais faudrait surtout pas oublier pourquoi on m'appelle comme ça. Le contact radio cessa. Jébu était très inquiet. Son image de sauveur ne tenait plus qu'à un fil. Il savait maintenant que le givré ne laisserait pas passer une telle prise de liberté de sa part. À l'issue de ce dénouement, il risquait de perdre la confiance de Zadok, mais également celle de ses amis. Quant à la réaction présumée de Jeanne, elle était évidente, et Jébu refusait de voir une fois de plus son regard ravagé par la tristesse. Il décida à contre-cœur de ne pas informer ses amis de l'état émotionnel du givré. Tel un enfant coupable, il reprit, avec une équipe aéroportée, le chemin de Montbéni-Quicui, pour récupérer la compagnie, mais surtout pour parler à Jeanne. Alors, c'est pas vrai. Et le repos du guerrier, alors? J'ai vraiment l'impression d'être un larbe. Faut dire qu'on a laissé pas mal de choses sur le feu, avant de faire la fête hier soir. Il y a encore du travail. Lorsqu'on aura quitté l'archipel, on aura droit à des vacances. Oh, merci. Patron, c'est vraiment trop gentil. Tout va bien, j'ai vu. Ouais, au poil. Je tiens rarement une forme pareille. Il laissa ses amis se disperser, puis se rapprocha de Jeanne. Elle était encore vaseuse, mais de bonne humeur. Jeanne, je peux te parler un instant? Bien sûr, qu'y a-t-il? Sur le plan budgétaire, le projet va se voir réduit à néant. Je pensais pouvoir malgré tout maintenir ton financement, mais le givré n'est pas de cet avis. Je te promets de trouver une solution, mais pour l'instant, tu vas devoir suspendre tes recherches. Je suis vraiment désolé. Oh! Eh bien, j'avoue que je m'y attendais. Il y a une certaine logique. Mais merci d'avoir essayé, c'est très chevaleresque de votre part. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Elle est dingue ou quoi? Quoi? Non, je dis, elle est dingue de s'intéresser à Jébu comme ça. Hein? Ah, pardon, mon ami, j'avais oublié. Ces trucs, ça te dépasse. Tais-toi un peu, Maïk. Tu ne comprends rien de plus que Cad à ce qui se passe. Jébu est simplement fasciné par la bonté de Jeanne. Elle le ressent et lui témoigne sa gratitude. Cela touche beaucoup l'admiration, vous savez. Sous ses airs renfrognés, il a un cœur d'or, notre Jébu. Ironiquement, l'interprétation de Kate se rapprochait énormément de la vision de Stilric. Seuls les termes ou l'absence de termes constituaient une différence. Nos amis terminaient les préparatifs quand Stilric se demanda où était passé Zéro. Inutile d'essayer d'oublier ce type. La veille, un peu avant le repas, ce dernier avait désiré faire quelques démonstrations de ses aptitudes au combat en utilisant une lance indigène. Ce qui eut bien évidemment pour résultat la destruction de plusieurs jarres remplies de miel. Passons les détails de sémantique gomoïme sur les questions de lances traditionnelles et consacrées, utilisées afin de détruire des quantités importantes de miel. Zéro passa le reste des festivités au pilori. Bien sûr, il s'agissait là d'un châtiment très atténué. Jébu et Stilric aidèrent Zéro à s'extraire de son carcan, pendant que Ked et Maïk éprouvaient la plus grande difficulté à contenir leur hilarité. Jébu proposa à Jeanne de rester à Montbéni-Quicui le temps de régler les affaires en cours, puis de la faire venir lorsqu'ils seront prêts à quitter l'île afin de lui faire profiter du voyage de retour. Le docteur avait en effet manifesté la volonté de retourner sur le continent. Maïk continuait de trouver ses égards pour Jeanne excessifs et déplacés, mais il ignorait que Jébu cherchait à tout prix à éviter d'attirer trop l'attention du givré sur Jeanne, au cas où les choses tourneraient mal pour nos amis. La troupe au complet embarqua à nouveau à bord d'un gyrocoptère pour retour à la base. Une seule idée hantait Jébu, la possible confrontation entre ses amis et le givré. Il resta silencieux jusqu'à l'atterrissage à Gomo Sud. Bon, traînons pas, allons directement nous occuper de nos prisonniers.
Partez devant, j'ai un truc à demander par rapport à Moshanga. C'est ça, tu vas encore me laisser faire tout le boulot, hein. Mais non, enfin, j'arrive dans une minute. Jébu tournait en rond. Il semblait chercher quelque chose sur le tarmac. Mais où est-il? Ce foutu clochard volant. Au même moment, un technicien passant près de Jébu s'écria. Merde, il arrive. Vous connaissez la procédure. On ferme le bar à clé, comme si ça pouvait l'arrêter. Ah, le voilà. Encore haut dans le ciel, un petit appareil papillonnait à toute berzingue en direction de la piste. Contre toute attente, il ne s'agissait pas d'une attaque kamikaze, mais bien de manœuvres d'alignement en vue d'atterrir. Le passage avait été libéré en catastrophe. L'avion se posa sans encombre et vint finir fièrement sa course dans son box. Jébu adorait cet avion, un P-40 Gobhawk. Le jeune Jébu, durant son service militaire, avait eu l'occasion de piloter l'un de ces oiseaux majestueux. Mais c'était il y a bien longtemps. Cela dit, la nostalgie n'était pas la préoccupation de Jébu. C'était bien du pilote dont il était question. La vitre du cockpit coulissa et une silhouette en bonnet d'aviateur apparut. Un des techniciens, un nouveau probablement, s'avança vers le pilote qui venait juste de toucher du bout de l'orteil le plancher des vaches. « Et vous êtes fou? Comment peut-on vous autoriser à piloter? Vous êtes une menace. Pour qui vous prenez? Capitaine Blutarski Gelso du 12e escadron des forces armées aéroportées de Gorid Nessibi, vétéran de la guerre de Mumbi Veropa. Espèce de PQ. Qu'est-ce qu'on leur dit aux vivres de Mumbi Veropa? Le visage de Gelso s'alluma comme un feu de joie. Ils répondirent en même temps. On leur dit...